En passant devant le fermier, le millionnaire est resté paralysé en voyant le médaillon, le même que son fils portait lorsqu'il a disparu il y a de nombreuses années. L'après-midi tombait doucement sur Saint-Michel-sur-Vallon, quand Richard Delcourt gara sa berline gris métallisée devant le petit marché en plein air. Il n'avait pas prévu de s'arrêter dans ce village perdu quelque part entre Valence et Lyon, mais son chauffeur était tombé malade ce matin-là, et Richard avait dû prendre le volant lui-même pour la première fois depuis des mois. L'autoroute l'avait épuisé, la climatisation de la voiture était en panne, et maintenant il crevait de soif. Le marché était modeste. Quelques étals de fruits et légumes, du fromage de chèvre local, du miel artisanal dans des pots mal étiquetés, rien qui aurait pu intéresser un homme comme lui, Richard Delcourt, 53 ans, costume sur mesure même un samedi après-midi, propriétaire de Delcourt Entreprise, un empire dans le secteur de l'immobilier commercial. Il cherchait juste de l'eau, une bouteille, peut-être deux, et il repartirait aussitôt. Il passa devant un stand de poterie, puis un autre qui vendait des confitures maison. L'odeur de terre humide et de fruits mûrs flottait dans l'air. Des enfants couraient entre les étals en riant. Une vieille dame marchandait le prix des tomates avec un vendeur patient. Tout ici respirait la simplicité. Cette vie tranquille que Richard avait abandonnée il y a longtemps. C'est en contournant un étal de fleurs séchées qu'il le vit, un jeune homme. 25 ou 26 ans peut-être. Vendait du maïs et des courges sur une table de bois branlante. Peau bronzée par le soleil, mains calleuses, chemise en lin délavé roulée au coude. Il souriait à une cliente âgée en lui tendant un sac de légumes. Ce sourire un peu timide des gens qui ne cherchent pas à impressionner. Mais ce n'était pas le sourire qui avait arrêté Richard net. C'était le médaillon, un petit médaillon ovale en argent, qui pendait au cou du jeune homme. Accroché à une chaîne fine et ternie par le temps, la pièce brillait légèrement sous la lumière de l'après-midi. Richard sentit ses jambes se dérober. Son cœur se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. Il connaissait ce médaillon. Chaque courbe, chaque rayure, chaque minuscule imperfection dans le métal. Parce que c'était lui qui l'avait acheté, il y a 26 ans. C'était lui qui l'avait fait graver. Et c'était lui qui l'avait passé au cou de son fils, Sébastien. Le jour de ses 3 ans, le jour où Sébastien avait disparu. Les images revinrent d'un coup, brutales, comme elles le faisaient toujours dans les moments les plus inattendus. La foire populaire de Marseille, le soleil écrasant de juillet, Lucie qui tenait la main de Sébastien, pendant que Richard discutait au téléphone avec un associé, une négociation importante, disait-il. Ça ne prendrait qu'1 minute. Mais 7 minutes avaient suffi. Quand il avait raccroché, Sébastien n'était plus là. Lucie hurlait son nom. Les gens se retournaient. La panique s'installait. Ils avaient cherché pendant des heures, des jours, des semaines, la police, les médias, les volontaires. Rien. Sébastien Delcourt s'était évaporé, comme si la terre l'avait avalé. Le mariage n'avait pas tenu. Comment aurait-il pu ? Lucie lui en voulait, et Richard ne pouvait pas le lui reprocher. Il s'en voulait à lui-même. Chaque jour depuis 26 ans, il avait construit un empire pour oublier, travaillé 18 heures par jour, fait fortune, mais l'argent n'avait jamais comblé le vide. Il portait toujours dans son portefeuille une photo de Sébastien d'enfant, avec ce médaillon autour du cou, et maintenant, 26 ans plus tard, ce médaillon était là, devant lui, sur le cou d'un jeune agriculteur dans un village perdu. Richard s'approcha, la bouche sèche, ses mains tremblaient. Il dut s'accrocher au bord de l'étal pour ne pas vaciller. « Monsieur ?» demanda le jeune homme en levant les yeux, surpris par l'intensité du regard de cet inconnu élégant. « Vous cherchez quelque chose ?» Richard ne répondit pas tout de suite. Il fixait le médaillon, il voulait le toucher, s'assurer qu'il était réel, que ce n'était pas son esprit qui lui jouait des tours, comme cela lui arrivait parfois dans ses rêves. « Votre médaillon » finit-il par articuler d'une voix rauque qu'il ne reconnut pas. « Où l'avez-vous eu » Le jeune homme porta instinctivement la main à son cou, touchant la pièce d'argent avec une tendresse presque protectrice. « Ce médaillon » répondit-il, un peu déstabilisé par la question étrange. « Je l'ai depuis... depuis toujours en fait. C'est la seule chose que j'ai toujours eue avec moi. Depuis toujours. » répéta Richard, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que ça veut dire, depuis toujours ?» Le jeune homme hésita.
Il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, une douleur si profonde, si crue, qui l'empêchait de détourner le regard. « Depuis qu'on m'a trouvé. »« Monsieur, » dit-il doucement, « j'étais tout petit, 3 ans, peut-être. Je marchais tout seul sur une route de campagne, pas loin d'ici. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne parlais presque pas. Étienne, l'homme qui m'a trouvé, m'a recueilli. Il m'a élevé comme son fils. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout tournait autour de lui. Les sons du marché devenaient lointains, étouffés. Il avait l'impression de se noyer. « Vous ne saviez pas qui vous étiez, » murmura-t-il. « Non, aucun souvenir. Rien avant ce jour-là. » Étienne a prévenu les autorités, bien sûr, mais personne ne m'a réclamé. Personne ne m'a cherché dans le coin, alors il m'a gardé. Il m'a appelé Émile. Émile. Pas Sébastien, Émile. Le médaillon, insista Richard, la voix brisée. Je peux le voir de plus près. Émile fronça les sourcils. C'était une demande étrange, presque inquiétante. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui l'empêchait de refuser. Une sincérité désespérée dans ses yeux. Une douleur qui semblait peser sur chaque mot. Lentement, Émile retira la chaîne de son cou et l'attendit. Richard la saisit avec des mains tremblantes. Il retourna le médaillon, sur la face avant, Saint Christophe portant l'enfant Jésus, exactement comme il s'en souvenait, et au dos, gravé en lettres fines et élégantes, presque effacées par le temps, mais encore lisibles. Pour Sébastien, que Dieu te protège toujours, papa. Les larmes montèrent d'un coup. Richard ne put les retenir. Elles coulèrent sur ses joues, chaudes et incontrôlables, pour la première fois depuis 26 ans. Richard Delcourt pleura, devant un inconnu, au milieu d'un marché de campagne. Il pleura comme un homme brisé qui retrouve enfin un morceau de lui-même qu'il croyait perdu à jamais. Émile resta figé, ne sachant pas quoi faire. Les clients autour d'eux s'étaient arrêtés. Observant la scène avec curiosité et malaise, cet homme en costume pleurait sans bruit, les épaules secouées de sanglots silencieux, le médaillon serré dans son poing. « Monsieur » murmura Émile, inquiet maintenant. « Vous allez bien ?» Richard leva les yeux vers lui. À travers les larmes, il vit le visage du jeune homme, les traits, la forme des yeux, la ligne de la mâchoire, et il reconnut Lucie. Il reconnut son propre père. Il reconnut Sébastien. « C'est toi » souffla-t-il. « Mon Dieu, c'est toi. » Émile recula d'un pas. Déstabilisé, « Je ne comprends pas. » Richard essuya maladroitement ses larmes avec le revers de sa main. Il devait se ressaisir. Il devait expliquer. Mais comment dire à quelqu'un que sa vie entière était peut-être basée sur un mensonge? Comment dire à un fils qu'on l'a cherché pendant 26 ans? « Ce médaillon, » dit Richard d'une voix cassée, « je l'ai offert à mon fils, le jour de ses 3 ans, le jour où il a disparu, le jour où je l'ai perdu. » Le silence s'installa entre eux, lourd et chargé d'une émotion que ni l'un ni l'autre ne savait nommer. « Viens avec moi, » supplia Richard. « S'il te plaît, laisse-moi faire un test ADN. Laisse-moi savoir. » Émile resta immobile, le médaillon toujours dans la main de cet inconnu. Son monde venait de basculer, et quelque chose au fond de lui, une intuition, un pressentiment, une vérité enfouie, lui disait que rien ne serait plus jamais pareil. Le trajet jusqu'à Lyon s'était fait dans un silence presque religieux. Émile regardait défiler le paysage par la fenêtre de la berline, les champs dorés cédant progressivement la place aux zones industrielles, puis aux premiers immeubles de la ville. Richard conduisait, les mains crispées sur le volant, n'osant pas briser ce silence fragile. Chaque fois qu'il jetait un coup d'œil au rétroviseur, il voyait le profil du jeune homme, et son cœur se serrait. C'était peut-être lui, ou peut-être pas. Peut-être qu'il s'accrochait à un espoir insensé, que ce médaillon avait changé de main, qu'il y avait une explication rationnelle. Mais au fond de lui, Richard savait. Il le savait avec cette certitude viscérale qui ne s'explique pas. La clinique génétique se trouvait dans le 6e arrondissement, une façade discrète et élégante qui ne payait pas de mine. Richard avait payé un supplément pour avoir les résultats en urgence. 3 jours, 72 heures qui leur sembleraient une éternité. Le prélèvement avait été rapide, un simple frottis buccal pour chacun d'eux. Émile s'était laissé faire sans poser de questions, comme hypnotisé par l'étrangeté de la situation. En sortant, Richard lui avait proposé de rester à Lyon,
dans l'un des appartements qu'il possédait en ville. Émile avait refusé poliment. Il voulait rentrer à Saint-Michel. Il avait besoin de réfléchir. Mais le lendemain matin, il était revenu. Richard l'avait trouvé assis sur un banc devant son immeuble, un petit sac de voyage à ses pieds. Il ne s'était rien dit. Richard avait simplement hoché la tête et l'avait fait monter. C'est ainsi qu'avaient de commencer ces 3 jours étranges, 3 jours suspendus entre 2 vies possibles. Il se retrouvait chaque après-midi dans le salon de l'appartement de Richard. Un vaste espace lumineux avec vue sur la Saône. Richard avait sorti de vieilles boîtes entreposées au fond d'un placard. Des choses qu'il n'avait pas ouvertes depuis des années, des albums photos, des jouets, des vêtements d'enfants qu'il n'avait jamais eu le courage de jeter. Il adorait la musique, racontait Richard en feuilletant un album. Il tapait sur tout ce qui pouvait faire du bruit, les casseroles, les boîtes, même le radiateur. Lucie disait qu'il serait batteur un jour. Émile regardait les photos sans rien dire. Un petit garçon aux boucles brunes, sourire espiègle, yeux pétillants, le médaillon brillait à son cou sur presque chaque cliché. Il riait tout le temps, continuait Richard, la voix nouée, un rire contagieux. Tu sais, ce genre de rire qui fait que tout le monde autour se met à rire aussi. Sans même savoir pourquoi, Émile passa un doigt sur l'une des photos. Il essayait de se souvenir, de retrouver quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y avait rien, juste un vide immense avant ce jour où Étienne l'avait trouvé sur cette route. « Parle-moi de lui », dit soudain Richard. « Étienne, l'homme qui t'a élevé. » Émile leva les yeux, surpris. C'était la première fois que Richard lui posait une question sur sa vie à lui. Étienne était simple, commença Émile avec un demi-sourire, dans le bon sens du terme. Il cultivait ses légumes, élevait quelques chèvres. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était toujours pour dire quelque chose d'important. Richard l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Il m'a appris à travailler la terre, à respecter les saisons, à ne pas prendre plus que ce dont on a besoin. Il disait toujours « La terre te donne ce que tu lui donnes, ni plus, ni moins ». Un silence s'installa. Richard imaginait cet homme, ce paysan qui avait recueilli un enfant perdu et l'avait élevé comme le sien. Une partie de lui éprouvait une reconnaissance immense. L'autre partie ressentait une jalousie douloureuse. Cet homme avait eu 23 ans avec son fils. 23 ans que Richard n'aurait jamais. « Il est mort il y a 5 ans », ajouta Émile doucement. Cancer du poumon. Il fumait comme un pompier, le vieux têtu. Jusqu'à la fin, il a refusé d'arrêter. Il disait que c'était son seul plaisir. « Je suis désolé », murmura Richard. Émile hocha la tête, les yeux brillants. « Moi aussi, le 2e jour. » Richard emmena Émile dans les bureaux de Delcourt Entreprises, une tour de verre et d'acier dans le quartier de la Pardieu, avec vue panoramique sur toute la ville. Émile fut impressionné malgré lui. Les sols en marbre, les salles de réunion immenses, les assistants qui couraient dans tous les sens, avec des dossiers sous le bras. « Tout ça, c'est à toi ?» demanda-t-il, incrédule. « Oui », répondit Richard, simplement. Enfin, en grande partie, ils croisèrent plusieurs employés qui saluèrent Richard avec déférence. Certains jetèrent des regards curieux à Émile, en jean et chemise froissée, si différent du monde aseptisé qui l'entourait. Dans le bureau directorial, Richard s'installa derrière un imposant bureau en bois massif. Émile resta debout près de la baie vitrée, observant la ville en contrebas. « J'ai construit tout ça après la disparition de Sébastien, » dit Richard. « Je travaillais jour et nuit. Je pense que je cherchais à oublier, ou peut-être à me punir. Je ne sais plus très bien. » Émile se retourna. « Tu t'es puni pendant 26 ans pour une seconde d'inattention ?» Richard eut un rire sans joie. « Oui, et je me punis encore. »« C'est stupide, » dit Émile avec une franchise désarmante. Richard le regarda, surpris. Étienne me disait toujours « On ne peut pas faire pousser du blé en passant son temps à pleurer sur les mauvaises récoltes de l'année dernière. » Au début, je trouvais ça con. Mais avec le temps, j'ai compris, le passé, c'est juste. Le passé. Richard resta silencieux un long moment, digérant ces mots simples qui contenaient si plus de sagesse que tous les livres de développement personnel qu'il avait lus. « Si c'est moi, » reprit Émile en se tournant vers la fenêtre. « Si je suis vraiment ton fils, qu'est-ce que tu attends de moi ?» La question était directe, presque brutale. « Rien,
répondit Richard après un silence. Je n'attends rien. Je veux juste savoir. Savoir que tu vas bien, que tu as été heureux, que tu as eu une bonne vie. Émile hocha lentement la tête. J'ai eu une bonne vie. Étienne m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Je ne manquais de rien. Richard sentit une pointe de douleur dans sa poitrine, mais aussi quelque chose d'autre, un soulagement étrange. Son fils, si c'était bien lui, n'avait pas souffert. Il avait été aimé. Le soir du 3e jour, le téléphone de Richard sonna, le numéro de la clinique s'afficha sur l'écran. Richard et Émile étaient assis dans le salon. Une partie d'échecs inachevée entre eux, Émile avait appris à jouer grâce à Étienne, et il se débrouillait plutôt bien. Richard décrocha, le cœur battant. « Monsieur Delcourt, c'est le docteur Arnaud. Les résultats sont prêts. » Richard ferma les yeux un instant. « Et... compatibilité génétique de 99,9%, monsieur. Aucun doute possible. C'est votre fils. » Le téléphone glissa presque des mains de Richard. Il resta figé, incapable de parler, incapable de respirer. Émile s'était levé. Il avait compris. « C'est moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Richard hocha la tête, les larmes dévalant ses joues sans qu'il puisse les retenir. Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Il se leva maladroitement, fit un pas vers Émile, puis s'arrêta. Il voulait le serrer dans ses bras. Mais quelque chose le retenait. La peur du rejet, peut-être, ou simplement le poids de toutes ces années perdues. Émile ne bougea pas non plus. Il regardait cet homme qui était son père biologique, cet étranger qui pleurait devant lui, et il ne savait pas quoi ressentir. De la joie, de la colère, de la confusion. Finalement, ce fut Émile qui parla en premier. « Je ne sais pas qui je suis maintenant. Émile ou Sébastien ?» Richard essuya ses larmes. « Tu es toi, peu importe le nom. Tu es toi, et tu es vivant. C'est tout ce qui compte. » Émile s'assit lentement sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient ni plus le porter. Richard fit de même, gardant une distance respectueuse entre eux. Dehors, la nuit était tombée sur Lyon. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. Et dans ce salon silencieux, 2 hommes essayaient d'apprivoiser une vérité qui changerait leur vie à jamais. Sébastien Delcourt était de retour, mais Émile, lui, ne savait plus où il était. Les jours suivants furent un tourbillon que ni Richard ni Émile n'avaient anticipé. Richard voulait tout donner, tout offrir, tout rattraper en quelques semaines. Il parlait d'inscrire Émile à des cours accélérés de gestion d'entreprise, de lui trouver un appartement dans le centre de Lyon, de l'introduire dans les cercles d'affaires. Il avait même contacté un tailleur pour lui faire des costumes sur mesure. Émile l'écoutait poliment, hochait la tête, mais ne disait rien. Chaque proposition le rendait plus mal à l'aise. « Tu n'es pas obligé d'accepter tout de suite », avait fini par dire Richard, en remarquant son silence. « On peut prendre le temps. » Mais Richard ne prenait jamais le temps. C'était un homme d'action, 26 ans d'attente. C'était largement suffisant. Le problème, c'est qu'Émile n'était pas cet héritier que Richard semblait imaginer. Il n'était pas un jeune homme ambitieux, rêvant de conquérir le monde des affaires. Il était un agriculteur qui se levait avec le soleil, qui connaissait le nom de chaque plante de son jardin, qui préférait le silence des champs au klaxon de la ville. Et maintenant, on lui demandait de devenir quelqu'un d'autre. C'est lors du dîner du 5e jour que tout bascula. Richard avait insisté pour qu'Émile rencontre Véronique, sa femme. Il en parlait peu. Mais Émile avait compris qu'elle était une figure importante dans la vie de Richard. Il s'était marié quelques années après le divorce avec Lucie, à une époque où Richard était brisé et vulnérable. La demeure des Delcourt se trouvait à Caluire-et-Cuire, dans les hauteurs de Lyon, une villa somptueuse avec grilles en fer forgé, jardin à la française, et une allée de gravier qui crissait sous les pneus. Émile descendit de la voiture et leva les yeux vers la façade imposante. Des colonnes blanches encadraient l'entrée principale. Des fenêtres immenses laissaient voir des lustres en cristal. « C'est vraiment là que tu habites ?» demanda-t-il, impressionné malgré lui. « Oui », répondit Richard avec un sourire crispé. « Bienvenue chez toi. » Chez lui, les mots sonnaient faux. Ce n'était pas chez lui. Chez lui, c'était la petite maison en pierre de Saint-Michel, avec ses volets bleus écaillés et son jardin sauvage. Véronique les attendait dans le grand salon. Elle se leva à leur entrée, et Émile fut immédiatement frappé par son élégance glaciale. La cinquantaine impeccable, cheveux châtains coupés au carré, robe de créateur, bijoux discrets mais onéreux,
Elle avança vers eux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors c'est lui ?» dit-elle en détaillant Émile de la tête aux pieds. Ce n'était pas une question, c'était presque une accusation. « Véronique, je te présente Émile, » dit Richard. « Enfin, Sébastien. »« Émile, c'est très bien, » intervint rapidement le jeune homme, mal à l'aise. « Je préfère Émile. » Véronique lui tendit une main molle qu'il serra brièvement. « Enchantée, » dit-elle avec un ton qui suggérait exactement le contraire. « Richard m'a beaucoup parlé de vous. Cette histoire est surprenante. »« Pour moi aussi, » répondit Émile. Un silence gêné s'installa. Richard proposa de passer à table. La salle à manger était encore plus impressionnante que le salon. Une longue table en acajou pouvant accueillir 20 personnes. Des couverts en argent, des verres en cristal qui captaient la lumière des candélabres. Émile eut l'impression d'être dans un décor de film. Le repas fut servi par une employée de maison silencieuse. Entrée raffinée, plat sophistiqué avec des noms que Émile ne connaissait même pas. Il mangea du bout des lèvres, observant Richard et Véronique du coin de l'œil. « Alors, Émile, » commença Véronique après quelques bouchées. « Richard me dit que vous êtes agriculteur. »« Oui, enfin, je l'étais. Je ne sais plus trop maintenant. Comme c'est pittoresque, » dit-elle avec un sourire pincé. « Et vous cultiviez quoi ?»« Exactement. Des pommes de terre, des courges, du maïs, des légumes de saison, un peu de tout. Fascinant, » répondit-elle d'un ton qui signifiait exactement l'inverse. « Et vous comptez continuer dans cette voie ?» Émile posa sa fourchette. « Je ne sais pas encore. Tout ça est très récent. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que... Enfin, vous comprenez que si vous êtes vraiment le fils de Richard, vous allez devoir adopter un certain mode de vie. Ce n'est pas évident quand on vient de la campagne. » Richard fronça les sourcils. « Véronique, quoi ? Je dis juste les choses comme elles sont. Ce garçon va devoir apprendre énormément de choses s'il veut avoir sa place dans notre monde. La façon de s'habiller, de parler, de se tenir en société. Ce n'est pas un reproche, Émile. C'est juste la réalité. » Émile sentit la colère monter en lui. Mais il se contint. Il n'était pas venu pour se battre. « Je ne cherche pas à avoir ma place dans votre monde, » dit-il calmement. « Je cherche juste à comprendre le mien. » Véronique eut un petit rire. « Comme c'est poétique. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. J'en ai peur. Vous êtes un Delcourt maintenant. Que vous le vouliez ou non. Je n'ai jamais dit que je voulais l'être. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Richard regardait son assiette, visiblement mal à l'aise. Véronique, elle, avait les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à du triomphe. « Bien, » dit-elle, en s'essuyant délicatement la bouche avec sa serviette. « Je vois, vous ne voulez pas de l'argent de Richard. Vous ne voulez pas de sa vie. Vous ne voulez pas être un Delcourt. Alors qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Émile la regarda droit dans les yeux. « Connaître mon père, c'est tout. » Véronique se leva brusquement, prétextant une migraine. Elle quitta la pièce dans un froufrou de tissu, laissant derrière elle un parfum entêtant et une tension palpable. Richard soupira longuement. « Je suis désolée, c'est difficile pour elle aussi. »« Difficile », répéta Émile incrédule. « Pourquoi ce serait difficile pour elle ?» Richard chercha ses mots. « Véronique m'a soutenue après le divorce. Elle était là quand j'allais très mal. Elle a investi beaucoup dans cette vie, dans cette entreprise. L'idée qu'un héritier réapparaisse. Ça change beaucoup de choses pour elle, » Émile comprit soudain. Ce n'était pas de la méfiance qu'il avait lue dans les yeux de Véronique. C'était de la peur de perdre sa place, la peur de n'être plus indispensable. « Elle pense que je vais te prendre quelque chose, » dit Émile. « Non, elle. Si, elle pense exactement ça. » Richard ne put le contredire, parce qu'au fond, c'était vrai. Cette nuit-là, Émile ne dormit pas. Allongé dans la chambre d'amis somptueuse que Richard lui avait préparée, il fixait le plafond orné de moulures. Tout était trop grand, trop luxueux, trop étouffant. Il repensait à sa petite chambre à Saint-Michel, au bruit familier de la campagne, au chant des grillons le soir. Il pensa à Étienne. Qu'est-ce qu'il dirait de tout ça ? Probablement qu'Émile était en train de se perdre dans un monde qui n'était pas le sien. Probablement qu'il lui conseillerait de rentrer, de cultiver ses légumes, de vivre simplement. Mais il y avait Richard, cet homme brisé qui avait passé 26 ans à porter la culpabilité d'un instant d'inattention. Cet homme qui le regardait parfois avec des yeux si pleins d'espoir que ça faisait mal. Comment pouvait-il abandonner son père une seconde fois ? Et puis,
Il y avait cette question qui le hantait depuis le résultat du test ADN. Qui était-il vraiment? Émile, le fils d'Étienne, ou Sébastien, le fils de Richard? Pouvait-il être les deux? Ou devait-il choisir? Au petit matin, il prit une décision. Il descendit dans le salon où Richard buvait déjà son café, les yeux cernés. « Je veux rentrer à Saint-Michel », dit Émile. « Juste quelques jours, pour réfléchir. » Richard hocha la tête, essayant de masquer sa déception. « Je comprends, tu as besoin de temps. Ce n'est pas toi le problème, » précisa Émile. « C'est juste, tout ça, c'est trop vite. » Richard se leva et posa une main sur l'épaule d'Émile. Un geste maladroit, presque timide. C'était la première fois qu'il le touchait vraiment. « Prends tout le temps dont tu as besoin, je serai là, je ne disparaîtrai pas. » Émile sentit un nœud se former dans sa gorge. Il hocha la tête et monta faire son sac, derrière la porte du salon. Véronique avait tout entendu, et un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Émile était rentré à Saint-Michel depuis 3 jours, quand l'orage médiatique éclata. Il venait de finir d'arroser ses plants de tomates, cette routine matinale qui lui manquait tant à Lyon, quand son voisin, Monsieur Barbier, franchit la clôture en agitant un journal. « Émile, c'est toi, ça !» Le jeune homme essuya ses mains terreuses sur son pantalon et prit le journal que lui tendait le vieil homme, en première page du Progrès, le quotidien régional. S'étalait un titre en gros caractères, « Héritier retrouvé ou imposture », et en dessous, une photo de lui, prise à son insu, probablement devant l'immeuble de Richard à Lyon, à côté, une photo d'archive de Sébastien enfant avec le médaillon. L'article était signé par une certaine Juliette Moreau, journaliste d'investigation. Émile parcourut les premières lignes, le cœur battant. Richard Delcourt, magnat de l'immobilier lyonnais, affirme avoir retrouvé son fils disparu depuis 26 ans, mais plusieurs sources proches de la famille émettent de sérieux doutes sur l'authenticité de cette découverte providentielle. L'homme en question, un simple agriculteur de Saint-Michel-sur-Vallon, n'aurait-il pas tout intérêt à se faire passer pour l'héritier d'une fortune estimée à plus de 200 millions d'euros? Émile sentit ses jambes se dérober. Il continua sa lecture, de plus en plus abasourdi. Des experts juridiques, contactés par notre rédaction, soulignent la facilité avec laquelle les tests ADN peuvent être falsifiés lorsqu'on dispose de moyens financiers importants. Il suffit d'acheter la bonne clinique et le bon médecin, explique maître Renaud Forestier, avocat spécialisé en droit des successions. C'est des conneries, tout ça, non? Demanda monsieur Barbier, inquiet. Dis-moi que c'est des conneries. Émile ne répondit pas. Il était trop choqué pour parler. L'article continuait sur 2 pages, détaillant sa vie à Saint-Michel, interrogeant d'anciens camarades d'école qui le décrivaient comme discret et pas particulièrement ambitieux. Des qualités qui, dans le contexte de l'article, semblaient devenir des défauts suspects. Il y avait même une interview d'une femme qu'Émile connaissait à peine, ancienne commerçante du village, qui affirmait « Il posait toujours beaucoup de questions sur les gens riches. Ça m'avait marqué. Comme s'il rêvait d'une autre vie. » C'était faux, complètement faux. Il n'avait jamais eu ce genre de conversation avec cette femme. Son téléphone sonna. C'était Richard. « Tu as vu ?» demanda-t-il d'emblée, la voix tendue. « Je viens de lire. C'est Véronique. J'en suis sûre. Elle a contacté cette journaliste. Elle a orchestré tout ça. » Émile s'assit sur les marches de sa maison, le journal encore à la main. Pourquoi elle ferait ça? Richard eut un rire amer. Pour te décourager, pour que tu partes, pour protéger sa position. Elle sait que si tu es reconnu officiellement comme mon fils, elle perd beaucoup, peut-être même tout. Mais on a les résultats du test ADN, c'est prouvé. La vérité n'a jamais arrêté ceux qui ont peur de la perdre, répondit Richard d'un ton las. Dans les jours qui suivirent, l'affaire prit une ampleur que personne n'avait anticipée. Les médias nationaux s'emparèrent du sujet. L'héritier miraculé devint le titre accrocheur de tous les journaux télévisés. Des experts autoproclamés débattaient sur les plateaux télé de la validité des tests génétiques, de la psychologie des imposteurs, des motivations financières. Émile ne sortait plus de chez lui. Des journalistes avaient débarqué à Saint-Michel, frappant à sa porte, le harcelant de questions. Certains villageois le défendaient, d'autres commençaient à douter. Il entendait les murmures quand il allait acheter du pain. Peut-être qu'il ment après tout. 200 millions, tu imagines. Moi aussi je me ferais passer pour n'importe qui pour cette somme. Le pire,
c'est qu'Émile commençait lui-même à douter. Pas de son identité. Les tests étaient de formels, mais de sa légitimité. Avait-il le droit de bouleverser autant de vies, celle de Richard, celle de Véronique, celle de tous ces gens qu'il ne connaissait même pas? Un soir, alors qu'il regardait les informations régionales dans le salon sombre, on sonna à sa porte. Il hésita, pensant à un énième journaliste. Mais c'était Richard. L'homme avait l'air épuisé, costume froissé, cravate desserrée, cerne profond sous les yeux. « Je peux entrer. » Émile s'effaça pour le laisser passer. Richard entra dans la petite maison. Regardant autour de lui avec une curiosité mêlée de respect, c'était la première fois qu'il venait ici. « C'est chez toi », dit-il simplement. Oui, ils s'assirent dans le salon modeste. Richard refusa le café qu'Émile lui proposait. « Je voulais te dire, tu n'es pas obligé de continuer. Si c'est trop dur, si tu veux qu'on arrête tout, je comprendrai. » Émile le regarda surpris. « Tu abandonnerais. Ce n'est pas moi qui subis les attaques, c'est toi. Je n'ai pas le droit de te demander de supporter ça. » Émile resta silencieux un moment, regardant par la fenêtre les champs qui s'étendaient à perte de vue. « Étienne me disait qu'il y a 2 sortes de tempêtes, finit-il par dire. Celles qui arrachent les arbres et celles qui nourrissent la terre. On ne sait jamais laquelle on traverse avant que ce soit fini. » Richard sourit malgré lui. Il avait l'air d'être un homme sage. Il l'était. Un silence confortable s'installa entre eux. Pour la première fois depuis des jours, Émile se sentit un peu moins seul. « Je ne vais pas abandonner, » dit-il finalement. Pas à cause d'une femme qui a peur et d'une journaliste qui cherche à vendre du papier. Richard hocha la tête, un soulagement visible dans ses yeux. « Alors on va se battre, ensemble, le lendemain matin, maître Forestier. » L'avocat cité dans l'article reçut un coup de fil du cabinet juridique de Richard Delcourt. La conversation fut brève et glaciale. Richard menaçait de poursuites pour diffamation. Il exigeait une rectification publique. L'avocat, pris de court, se rétracta rapidement. Il admit n'avoir jamais vu les résultats des tests ADN et avoir été cité hors contexte. Une déclaration publique fut publiée le jour même. Mais le mal était fait. L'opinion publique était divisée. Sur les réseaux sociaux, le débat faisait rage. Certains soutenaient Émile, touché par son histoire. D'autres le traitaient d'opportuniste, de menteur, d'escroc. Ce qui blessa le plus Émile, ce fut l'interview télévisée de Véronique. Elle était apparue sur un plateau de France 3, impeccable dans un tailleur crème, visage composé dans une expression de tristesse contrôlée. La journaliste lui avait demandé ce qu'elle pensait de cette histoire. « C'est difficile », avait-elle répondu avec un soupir. « Je veux croire que Richard a retrouvé son fils, vraiment. Mais en tant qu'épouse, j'ai aussi le devoir de le protéger, de nous protéger. Cette situation est douloureuse pour tout le monde. Pensez-vous qu'Émile soit un imposteur ?» Véronique avait marqué une pause, comme si la question la mettait mal à l'aise. « Je ne peux pas dire ça, je ne le connais pas assez. Tout ce que je peux dire, c'est que les apparitions miraculeuses après tant d'années soulèvent des questions légitimes. Mon mari est un homme vulnérable sur ce sujet. Il a tellement souffert de cette disparition. Je ne veux pas qu'on profite de sa douleur. » Les mots étaient choisis avec soin. Aucune accusation directe. Juste assez d'insinuations pour planter le doute. C'était une stratégie brillante et vicieuse. Émile éteignit la télévision, écœuré. Il prit son téléphone et composa le numéro de Richard. « J'ai vu, » dit celui-ci avant même qu'Émile ne parle. « Elle est allée trop loin cette fois. Elle te manipule depuis le début. » « N'est-ce pas ?» Richard ne répondit pas immédiatement. « Je commence à le comprendre, oui. Alors pourquoi tu restes avec elle ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'elle m'aimait, que malgré tout, il y avait quelque chose de sincère entre nous. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais je crois que j'étais juste, utile. » Émile sentit une vague de compassion pour cet homme qui découvrait qu'une partie de sa vie était une illusion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Richard inspira profondément. On cherche la vérité, la vraie. Je vais creuser dans le passé. Il y a quelque chose qui m'échappe. Véronique a trop peur pour que ce soit juste une question d'argent. Il y a autre chose. Tu penses à quoi ? Je ne sais pas encore. Mais je vais trouver. Ils raccrochèrent. Émile resta un long moment assis dans le silence de sa maison. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Quelque part dans les champs, un oiseau chantait. La tempête n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer.
Richard avait insisté. Malgré les tensions, malgré les articles venimeux et les rumeurs, il voulait organiser un dîner familial. Pour montrer qu'on ne se cache pas, avait-il dit à Émile au téléphone. Pour affirmer que tu es mon fils, un point c'est tout. Émile avait accepté à contre-cœur. Il savait que ce serait difficile. Il savait que Véronique serait là, mais il devait le faire, pour Richard, et peut-être aussi pour lui-même. Le dîner était prévu pour le samedi soir. Véronique avait invité une dizaine de personnes, des associés de Richard, 2 couples d'amis proches et même un cousin éloigné de la famille Delcourt, un public, en somme, des témoins de ce qui allait se jouer. Émile arriva en avance. Il portait le seul costume qu'il possédait, acheté des années auparavant pour l'enterrement d'Étienne. Un peu démodé, un peu serré aux épaules, il se sentait déguisé. Richard l'accueillit à la porte avec un sourire crispé. « Tu es sûr que tu veux faire ça ?» demanda-t-il à voix basse. « Trop tard pour reculer maintenant », répondit Émile. Ils entrèrent dans le grand salon où les invités étaient déjà rassemblés. Un verre de champagne à la main, les conversations s'interrompirent à leur arrivée. Tous les regards se tournèrent vers Émile. Certains étaient curieux, d'autres franchement hostiles. Véronique s'avança, resplendissante dans une robe noire ajustée. Son sourire était celui d'une hôtesse parfaite. « Émile, quelle joie que vous ayez pu venir. Laissez-moi vous présenter nos amis. » Elle le guida à travers le salon, faisant les présentations avec une politesse glaciale. « Monsieur Lavigne, directeur financier de Delcourt Entreprises. Madame et Monsieur Ferrand, vieux amis de la famille. Philippe Delcourt, cousin de Richard. » Chacun serra la main d'Émile avec une réserve polie. « Alors c'est vous le fameux fils retrouvé », dit Monsieur Lavigne avec un sourire qui n'était pas vraiment amical. « Toute une histoire. Vraiment ? Oui, » répondit simplement Émile. « Et vous travaillez dans l'agriculture, c'est ça ?» poursuivit l'homme. « Quel genre d'agriculture exactement ? Des légumes, courges, tomates, maïs, rien de très exotique, comme c'est rustique ?» intervint Madame Ferrand en sirotant son champagne. « J'imagine que c'est un changement radical pour vous, tout ça. » Émile sentait les pièges dans chaque phrase, mais il restait calme. « C'est différent, oui, on passa à table. » La salle à manger était encore plus impressionnante que la fois précédente. Véronique avait sorti la vaisselle de porcelaine fine, les couverts en argent massif, les verres en cristal de bohême. Tout était parfait, étudié, intimidant. Émile se retrouva placé entre Madame Ferrand et le cousin Philippe. Face à lui, Véronique siégeait comme une reine surveillant son royaume. Le repas commença dans un brouhaha de conversations polies. On parlait de politique, d'économie, de vacances dans des endroits dont Émile n'avait jamais entendu parler. Il mangeait en silence, se sentant de plus en plus étranger. « Alors, Émile » lança soudain Philippe en se tournant vers lui. « Richard nous a dit que vous n'aviez aucun souvenir de votre enfance. C'est bien commode, non ?» Le silence se fit autour de la table. Richard posa sa fourchette. « Philippe, je ne crois pas que... » « Non, laisse-moi finir » coupa le cousin avec un sourire carnassier. « Je trouve ça fascinant. Voilà tout. Un homme apparaît de nulle part, avec le bon médaillon au bon moment, et affirme être ton fils disparu. Et hop, miracle, les tests ADN confirment. Vous ne trouvez pas ça un peu trop... Parfait. Les tests ADN ne mentent pas, répondit Émile calmement. Les tests, peut-être pas, mais les laboratoires, eux, peuvent se tromper ou être influencés. Richard se leva à moitié de sa chaise. Ça suffit, Philippe. Tu vas trop loin. Je dis juste ce que tout le monde pense, rétorqua Philippe en haussant les épaules. On a le droit de se poser des questions, non. Véronique intervint avec une douceur calculée. Philippe a raison sur un point. Richard, ces questions sont légitimes. Nous voulons tous que tu sois heureux, mais nous voulons aussi être sûrs que... Enfin, que personne ne profite de toi. Émile sentit la colère monter en lui, mais il se contint. Il regarda Véronique droit dans les yeux. Je ne veux rien de lui, ni son argent, ni sa maison, ni son entreprise. Je veux juste le connaître. C'est si difficile à comprendre. Oh, comme c'est noble, ironisa Philippe. Mais pardonnez-moi de douter de cette générosité désintéressée. Vous êtes un paysan qui vivait de 3 francs 6 sous, et soudain vous découvrez que vous êtes l'héritier d'une fortune. Et vous n'en voulez pas. Permettez-moi d'être sceptique. Philippe, je t'ai dit de te taire, gronda Richard. Mais Véronique prit la parole, sa voix douce masquant mal le venin. Richard, mon chéri, laisse Philippe s'exprimer.
Nous sommes entre amis ici. Et je pense qu'il est important qu'Émile comprenne la situation dans laquelle il se trouve. Elle se tourna vers Émile, son regard devenant soudain glacial. Voyez-vous, Émile, vous pouvez avoir le bon ADN. C'est un fait scientifique. Je ne le conteste pas. Mais avoir le bon sang ne fait pas de vous un Delcourt. Pas vraiment. Véronique, commença Richard. Mais elle leva une main pour le faire taire. Non, laisse-moi finir. Il faut que ce soit dit. Un Delcourt, c'est une éducation. C'est une façon de se tenir, de parler, de penser. C'est un héritage culturel qui se transmet de génération en génération. Et vous n'avez rien de tout ça. Le silence était maintenant absolu. Même les invités qui avaient semblé gênés jusqu'alors regardaient la scène avec une fascination morbide. « Regardez-vous », continua Véronique avec un sourire méprisant. « Votre costume bon marché, vos mains calleuses, votre façon de tenir votre fourchette, vous êtes comme un acteur qui essaie de jouer un rôle qu'il ne comprend pas. Vous pouvez avoir le nom Delcourt sur un papier, mais vous ne serez jamais l'un des nôtres. » Les mots frappèrent Émile comme des gifles. Il sentit ses joues s'empourprer, mais pas de honte, de colère. Richard se leva brusquement, faisant tomber son verre qui se brisa sur le sol. « Comment oses-tu ? Comment oses-tu lui parler comme ça ?» Véronique ne sia pas. « Je dis la vérité, celle que personne ici n'a le courage de dire. Cet homme est peut-être ton fils biologiquement, mais il n'a pas sa place dans ce monde. Il serait bien plus heureux dans ses champs avec ses courges. Et toi, tu serais bien plus tranquille si tu acceptais que Sébastien est mort il y a 26 ans. » Richard tremblait de rage, mais avant qu'il ne puisse répondre, Émile se leva à son tour. Il était calme, étrangement calme. « Vous avez raison, » dit-il en regardant Véronique. « Sur certains points, en tout cas, tout le monde se tourna vers lui, surpris. Je ne suis pas comme vous. Je ne sais pas quel couteau utiliser pour quel plat. Je ne connais pas les codes de votre monde. Je ne porte pas de costume à 3000 €. Et vous savez quoi ? Vous avez raison sur autre chose aussi. » Il marqua une pause, laissant le suspense s'installer. « Je suis un paysan, un simple paysan qui cultive des courges. Mais au moins, moi, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais ce que valent mes mains calleuses. Elles ont travaillé honnêtement chaque jour de ma vie. Elles n'ont jamais menti, jamais manipulé, jamais fait de mal à personne. » Il se tourna vers Richard. « Je suis désolé, je crois que je ne suis pas fait pour ce genre de soirée. » Il quitta la salle à manger sous les regards médusés. Richard le suivit précipitamment. « Émile, attends, dans l'entrée. » Émile se retourna. Richard avait les larmes aux yeux. « Je suis désolé, tellement désolé. Je n'aurais jamais dû organiser ce dîner. Je pensais que... Tu pensais que si tu me montrais à tes amis, ils m'accepteraient, que Véronique finirait par accepter. Mais elle ne le fera jamais, parce qu'elle a trop peur. » Richard hocha la tête, vaincu. « Elle a peur de te perdre, » continua Émile. « De perdre sa place, son pouvoir. Et tu sais quoi ? Je comprends cette peur. Mais je ne vais pas me battre contre elle. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Alors tu pars ?» demanda Richard, la voix brisée. Émile posa une main sur l'épaule de son père. « Je ne pars pas. Je rentre chez moi. Il y a une différence. » Il sortit dans la nuit fraîche. Derrière lui, dans la salle à manger, Véronique souriait. Elle avait gagné cette bataille. Mais la guerre était loin d'être finie. Les jours suivants, le désastreux dîner furent étrangement silencieux. Richard n'appelait plus, Émile ne cherchait pas à le contacter non plus. Chacun avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé, pour réfléchir à la suite. Émile retrouva avec soulagement ses habitudes à Saint-Michel, se lever à l'aube, travailler la terre, sentir le soleil sur sa nuque et la fatigue saine dans ses muscles. C'était sa thérapie, son ancrage. Un matin, alors qu'il sarclait son potager, il décida qu'il était temps d'affronter son propre passé. Pas celui de Sébastien Delcourt, mais celui d'Émile, celui qu'Étienne lui avait laissé. La vieille maison d'Étienne n'avait presque pas changé depuis sa mort. Émile l'avait gardée telle qu'elle. Incapable de se résoudre à trier les affaires de l'homme qui l'avait élevé, il poussa la porte qui grinça sur ses gonds rouillés, l'odeur de tabac froid et de bois ancien l'accueillit, le grenier était encombré de cartons poussiéreux, de vieux outils agricoles, de magazines jaunis. Émile cherchait quelque chose sans vraiment savoir quoi. Un indice, une preuve, quelque chose qui pourrait expliquer comment un enfant de 3 ans s'était retrouvé seul sur une route de campagne. Il fouilla pendant des heures,
Dans l'un des cartons, il trouva de vieilles photos d'Étienne jeune, souriant à côté d'une femme que Émile ne connaissait pas. Sa femme, morte avant qu'Émile n'arrive. Dans un autre, des factures, des papiers administratifs sans intérêt. C'est au fond d'une malle en bois, sous une pile de couvertures miteuses, qu'il découvrit quelque chose d'étrange. Une enveloppe Kraft, scellée avec du scotch jauni, dessus, l'écriture d'Étienne. Pour Émile, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité. Les mains tremblantes, Émile déchira l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs documents. D'abord, une lettre manuscrite, l'écriture tremblante d'Étienne, probablement écrite peu avant sa mort. « Mon petit Émile, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là, et c'est aussi que tu as des questions. Je savais que ce jour viendrait. J'aurais dû te parler plus tôt, mais je suis un vieil imbécile qui a préféré l'éviter. Quand je t'ai trouvé sur cette route, tu n'étais pas juste perdu. Tu avais été abandonné, j'en suis certain. Un enfant de 3 ans ne se retrouve pas seul au milieu de nulle part par accident. Quelqu'un t'a laissé là, volontairement. J'ai prévenu la police, comme il se doit. Mais quelque chose me dérangeait. L'inspecteur qui est venu semblait pressé de classer l'affaire. Il m'a dit qu'aucune disparition n'avait été signalée dans la région, qu'on te placerait dans un foyer si personne ne te réclamait. Alors je t'ai gardé, mais j'ai fait ma propre enquête, discrètement. J'ai trouvé quelque chose d'étrange, quelques jours avant que je te trouve. Une voiture de luxe avait été vue dans le coin. Plusieurs villageois s'en souvenaient, parce que ce genre de voiture, ici, ça ne passe pas inaperçu. J'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation. Je l'ai gardée toutes ces années. Je ne sais pas ce que tu en feras, mais je pense que tu as le droit de savoir. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit plus tôt. J'avais peur que tu partes à la recherche de ceux qui t'avaient abandonné, et j'avais peur de te perdre. Tu as été le plus beau cadeau de ma vie, Étienne. Émile dut s'asseoir, le souffle coupé, une voiture de luxe. Quelqu'un l'avait abandonné volontairement. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une disparition. C'était un acte délibéré. Avec des mains tremblantes, il sortit la photo jointe à la lettre, petite, floue, visiblement prise de loin avec un appareil bas de gamme, mais la plaque d'immatriculation était lisible. Émile prit son téléphone et composa le numéro de Richard. Cette fois, c'était urgent. 2 heures plus tard, Richard débarquait à Saint-Michel, accompagné d'un détective privé nommé Laurent Mercier, un homme d'une 50aine d'années, regard perçant, chemise impeccable. Émile leur montra la lettre et la photo. Richard devint livide en lisant les mots d'Étienne. « Abandonné », murmura-t-il. « Quelqu'un t'a délibérément abandonné. » Laurent Mercier étudia la photo avec attention. « Cette plaque, je peux la tracer. Ça va prendre quelques heures. Mais si elle était enregistrée en France à cette époque, je trouverais. » Il sortit son ordinateur portable et se mit au travail sur le champ. Richard et Émile attendaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Richard pensait à Véronique, à son comportement depuis le début, à sa peur palpable, à ses attaques calculées. Est-ce qu'elle savait quelque chose? Est-ce qu'elle était impliquée? Émile, lui, pensait à Étienne, au vieil homme qui avait gardé ce secret pendant 23 ans, qui avait protégé un enfant abandonné et en avait fait son fils. Il sentit les larmes monter. « Je l'ai trouvé », annonça soudain Mercier. Les 2 hommes se penchèrent vers l'écran. La plaque appartenait à une Mercedes immatriculée au nom de Richard Delcourt. Le silence tomba comme une chape de plomb. « Quoi ?» souffla Richard, abasourdi. « C'était ma voiture. Votre ancienne voiture, » précisa Mercier. « Immatriculée en 1998, revendue en 2001, mais en 1989, elle était bien à votre nom. » Richard secoua la tête. Incrédule. « Je ne suis jamais venu dans ce coin. Jamais. Je ne connaissais même pas Saint-Michel à l'époque. Mais quelqu'un d'autre conduisait peut-être votre voiture, » suggéra Émile. Richard se figea. Les souvenirs affluaient. En 1999, il avait un chauffeur. Marcel, un homme discret, loyal, qui travaillait pour la famille depuis des années, et il y avait aussi Véronique, murmura Richard. À l'époque, on se fréquentait déjà, officieusement. Elle venait parfois à la maison. Elle avait accès à votre voiture, demanda Mercier. Elle avait accès à tout. Je lui faisais confiance. Elle était là pendant les pires moments après la disparition de Sébastien. Mercier tapota sur son clavier. Il faut que je vérifie quelque chose.
Vous avez dit que votre fils a disparu à Marseille. C'est ça. Oui, début juillet 1999. Le 3 juillet exactement. Mercier fouilla dans des archives en ligne, des vieux articles de journaux numérisés, puis il se tourna vers Étienne. « Émile, vous avez dit qu'Étienne vous avait trouvé quand? Quelle date exactement ?» Émile réfléchit. Il me l'avait dit une fois. C'était le 5 juillet. Il s'en souvenait parce que c'était 2 jours après la fête nationale américaine. Il trouvait ça ironique. Un jour d'indépendance pour moi aussi. 5 juillet, répéta Mercier. 2 jours après la disparition à Marseille. Et Saint-Michel est à environ 200 km de Marseille. Quelqu'un aurait pu faire le trajet dans la nuit. Richard se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Non, non, ce n'est pas possible. Véronique ne ferait jamais. Mais sa voix manquait de conviction. Tout s'emboîtait trop parfaitement. La timeline, la voiture, la peur panique de Véronique face au retour de Sébastien. Il faut en avoir le cœur net, dit Mercier. Je vais vérifier les déplacements de Véronique à cette époque, voir si je peux trouver des preuves qu'elle était dans la région. Mais je vais avoir besoin de temps. Richard hocha la tête mécaniquement. Il était sous le choc. Pourquoi ? Demanda-t-il dans un souffle. Pourquoi elle aurait fait ça ? C'était un enfant, un bébé. Émile posa une main sur son épaule. Peut-être que tu devrais la confronter ? Directement. Non, intervint Mercier. Pas encore. Si elle est impliquée, elle va tout nier et détruire les preuves. Laissez-moi creuser encore. Discrètement. Richard acquiesça. Mais Émile voyait bien qu'il était brisé. L'idée que la femme avec qui il partageait sa vie depuis des années puisse avoir orchestré l'enlèvement de son fils était insoutenable. Les jours suivants furent un enfer pour Richard. Il rentrait chaque soir dans la villa de Caluire, regardait Véronique dîner face à lui, l'écoutait parler de sa journée et se demandait si cette femme avait détruit sa famille. Il dormait mal. Mangeait à peine. Véronique avait remarqué son changement d'humeur. « Tu es distant ces derniers temps », lui dit-elle un soir. « C'est encore à cause de ce garçon. » Richard la regarda, vraiment la regarda, essayant de déceler quelque chose derrière ses yeux, une trace de culpabilité, de remords, mais il ne voyait rien. Juste une femme élégante qui buvait son vin blanc avec élégance. « Je réfléchis, c'est tout », répondit-il évasivement. Véronique soupira. « Tu ne vas pas le laisser tomber, n'est-ce pas ? Ce paysan qui prétend être ton fils, les tests ADN prouvent que c'est mon fils. Les tests prouvent une filiation génétique. Rien de plus. Cet homme te manipule, Richard. Et tu es trop aveuglé par l'espoir pour le voir. » Richard sentit la colère monter, mais il la contint. Pas encore. Pas avant d'avoir les preuves. Peut-être, dit-il simplement. Cette nuit-là, allongé dans le noir à côté de Véronique, qui dormait paisiblement, Richard prit une décision. Quoi qu'il découvre, quelles que soient les conséquences, il irait jusqu'au bout, pour Émile, pour Sébastien, pour lui-même. La vérité, quelle qu'elle soit, devait éclater. Laurent Mercier rappela Richard 6 jours plus tard. Sa voix au téléphone était grave, chargée d'une tension inhabituellement perceptible. « J'ai trouvé quelque chose. Il faut qu'on se voie. » Maintenant, Richard quitta précipitamment son bureau et rejoignit le détective dans un café discret du Vieux-Lyon. Mercier l'attendait au fond de la salle, une épaisse enveloppe Kraft posée devant lui. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demanda Richard sans même s'asseoir. « Asseyez-vous d'abord, vous allez en avoir besoin. » Richard obéit, le cœur battant. Mercier sortit plusieurs documents de l'enveloppe et les étala sur la table. « J'ai commencé par vérifier les déplacements de Véronique en juillet 1999, les relevés bancaires, les péages autoroutiers, les réservations d'hôtels. Au début, je n'ai rien trouvé d'anormal. Puis j'ai élargi mes recherches. » Il poussa une facture d'essence devant Richard. « Regardez, station-service à Montélimar, le 4 juillet 1999 à 23h47. Paiement par carte bancaire au nom de Véronique Morel. » Son nom de jeune fille à l'époque. Richard examina le document. Montélimar, à mi-chemin entre Marseille et Saint-Michel-sur-Vallon. « Elle aurait pu aller n'importe où, dit-il faiblement. Ce n'est pas une preuve. Non, vous avez raison. Seul, ce document ne prouve rien. Mais j'ai continué à creuser. Et là, j'ai eu de la chance. » Mercier sortit une autre feuille, une copie d'un registre de péage. « Votre Mercedes a emprunté l'autoroute A7, direction nord, le 4 juillet à 21h15.
sortie à Valence Sud. Véronique était au volant. Comment vous pouvez savoir que c'était elle? Parce que le même soir, votre chauffeur Marcel était en congé. J'ai vérifié. Il était chez sa sœur à Dijon pour un anniversaire familial. J'ai les témoignages. Véronique était la seule autre personne à avoir accès à cette voiture. Richard sentit le sol se dérober sous lui. Il voulait argumenter, trouver une explication rationnelle. Mais les pièces du puzzle s'assemblaient avec une précision terrifiante. Mais le plus important, continua Mercier en baissant la voix, c'est ce que j'ai découvert en parlant à Marcel, votre ancien chauffeur. Marcel, il a 80 ans maintenant. Il vit en maison de retraite. Je sais. Je suis allée le voir il y a 2 jours. Et croyez-moi, il avait des choses à dire. Richard se pencha en avant. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mercier sortit un petit enregistreur audio. Il m'a autorisé à enregistrer notre conversation. Vous devez l'entendre de sa bouche. Il appuya sur play. La voix chevrotante de Marcel emplit l'espace entre eux. J'ai porté ce poids pendant 26 ans. 26 ans. Vous vous rendez compte? Chaque nuit, je le vois. Ce petit garçon qui pleurait à l'arrière de la voiture. Richard se figea. Ses mains se mirent à trembler. Madame Morel m'avait appelé le soir du 4 juillet. Elle était paniquée. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi pour un service urgent. Un service que personne ne devait connaître. J'ai dit que j'étais à Dijon. Mais elle a insisté. Elle m'a offert une somme énorme, plus que mon salaire annuel. Un sanglot étouffé se fit entendre dans l'enregistrement. Elle m'a dit de venir la chercher à Marseille. Quand je suis arrivée, il faisait nuit. Elle était dans un parking souterrain avec le petit Sébastien. L'enfant dormait. Elle l'avait drogué. J'en suis certain maintenant. Elle m'a dit de conduire vers le nord, de ne poser aucune question. Richard porta une main à sa bouche, luttant contre la nausée. On a roulé pendant des heures. Le petit s'est réveillé une fois. Il pleurait, appelait sa maman. Madame Morel lui a donné quelque chose à boire. Il s'est rendormi. La voix de Marcel se brisa complètement. Elle m'a dit de m'arrêter sur une petite route de campagne, près de Saint-Michel-sur-Vallon. Il n'y avait personne, juste des champs à perte de vue. Elle est sortie de la voiture avec l'enfant. Je l'ai suivie. Elle l'a posé au bord de la route, comme ça, comme on abandonne un chien. Richard ne put retenir un gémissement de douleur. Mercier arrêta l'enregistrement un instant. « Vous voulez que j'arrête ?»« Non. Continuez. » Mercier remit play. J'ai protesté. J'ai dit que c'était de la folie, qu'on ne pouvait pas laisser un enfant seul comme ça. Elle m'a regardé avec des yeux froids. Elle m'a dit « Cet enfant ruine tout. Il est un obstacle. Tu feras ce que je te dis ou tu perds ton travail. Et je m'assurerai que tu ne retrouves jamais d'emploi nulle part. » Un long silence dans l'enregistrement. J'aurais dû refuser. J'aurais dû appeler la police. Mais j'avais peur. J'avais une femme malade à l'époque. Des dettes. J'ai pris l'argent. On est reparti. Elle m'a ordonné de ne jamais en parler à personne. Jamais. Marcel pleurait maintenant ouvertement. Monsieur Delcourt ne savait rien. Il était en voyage d'affaires à Paris ce soir-là. Elle avait tout planifié. Chaque détail. Elle savait que la disparition aurait lieu pendant la foire de Marseille, qu'il y aurait des centaines de témoins, que personne ne soupçonnerait un enlèvement organisé. L'enregistrement se termina. Mercier rangea l'appareil. Richard resta immobile, le visage livide, des larmes coulèrent sur ses joues sans qu'il s'en rende compte. « Elle l'a fait », murmura-t-il. « Elle a vraiment fait ça, à mon fils, à mon bébé. Marcel est prêt à témoigner », dit doucement Mercier. Il dit qu'il ne peut plus vivre avec ça, qu'il veut se racheter avant de mourir. Richard se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Il chancela, s'appuya contre le mur. Mercier se leva pour le soutenir. « Pourquoi ?» gémit Richard. « Pourquoi elle a fait ça ?» Marcel a une théorie. Voulez-vous l'entendre ? Richard hocha la tête, incapable de parler. Il dit que Véronique était obsédée par vous depuis des années, même avant votre mariage avec Lucie. Elle venait souvent à la maison sous prétexte de rendre visite à votre femme. Mais Marcel sentait que c'était vous qu'elle venait voir. Quand Sébastien est né, elle a changé, elle est devenue distante, froide. Marcel pense qu'elle voyait l'enfant comme un obstacle à ses ambitions. Un obstacle, répéta Richard dans un souffle. Mon fils était un obstacle. Il sortit du café en titubant. L'air frais de novembre le gifla, mais il ne sentait rien. Il pensait à Sébastien, à ce petit garçon de 3 ans abandonné au bord d'une route, seul, terrifié.
Il pensait à toutes ces années où Véronique avait dormi à ses côtés, partagé ses repas, géré son entreprise, tout en sachant ce qu'elle avait fait. Son téléphone sonna. C'était Émile. « Richard, ça va? Mercier m'a dit qu'il vous avait vu. » Richard ne put répondre. Il sanglotait, courbé en deux sur le trottoir, les passants le regardant avec inquiétude. « J'arrive !» dit simplement Émile avant de raccrocher. 1 heure plus tard, Émile le retrouvait dans le petit appartement de Richard au centre-ville. Richard était assis par terre, adossé au canapé, le regard vide. Émile s'installa à côté de lui sans rien dire. « Juste là, présent. Elle l'a fait, » finit par dire Richard d'une voix brisée. « Elle t'a arraché à nous. Elle t'a abandonné comme un animal. Et elle a vécu avec ça pendant 26 ans sans jamais rien dire. » Émile sentit la rage monter en lui. Une rage froide, contrôlée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Richard leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait plus de doute, plus d'hésitation, juste une détermination d'acier. On la confronte, devant témoins, devant tout le monde. Je veux qu'elle avoue ce qu'elle a fait. Tu es sûr? Certain? J'aurais dû le faire il y a longtemps. J'aurais dû voir qui elle était vraiment. Émile hocha la tête. Alors on le fait ensemble, père et fils. Richard le regarda, et pour la première fois depuis la révélation, un fantôme de sourire apparut sur ses lèvres. Père et fils, répéta-t-il. Ils restèrent assis là, un long moment, côte à côte, rassemblant leurs forces pour la bataille à venir. Dehors, la nuit tombait sur Lyon, et quelque part dans la villa de Caluire, Véronique Delcourt ignorait encore que son monde était sur le point de s'effondrer. Richard convoqua la réunion pour le vendredi suivant, 14 heures précises. Le mail envoyé à tous les cadres dirigeants de Delcourt Entreprises était laconique. Réunion extraordinaire, présence obligatoire, sujet, avenir de l'entreprise. Véronique reçut le même message. Elle fronça les sourcils en le lisant, surprise que Richard ne l'ait pas prévenue personnellement. Ces derniers jours, son mari avait été étrangement distant, presque froid. Elle avait tenté plusieurs fois d'aborder le sujet, mais il éludait toujours, prétextant la fatigue ou le stress du travail. Le vendredi matin, elle choisit soigneusement sa tenue. Un tailleur gris perle Chanel, des escarpins noirs, des bijoux discrets mais coûteux, l'armure de la femme de pouvoir. Si Richard voulait jouer à ce jeu, elle serait prête. La salle de conférence du 15e étage était déjà remplie quand elle arriva. Monsieur Lavigne, le directeur financier, Madame Rousseau, la responsable juridique, Philippe Delcourt, le cousin, une dizaine d'autres cadres et associés, tous assis autour de l'immense table en verre, l'air tendu. Véronique prit place à sa place habituelle, à la droite de Richard. Mais le fauteuil présidentiel était vide. Richard n'était pas encore là. « Quelqu'un sait de quoi il s'agit ?» demanda Lavigne à voix basse. Personne ne répondit. Le silence était pesant, presque oppressant. La porte s'ouvrit. Richard entra, suivi de Laurent Mercier et d'Émile. Véronique se raidit immédiatement en voyant le jeune homme. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ce n'était pas sa place. Pas ici. Richard ne s'assit pas. Il resta debout à l'extrémité de la table, Émile et Mercier de chaque côté de lui. Son visage était grave, presque méconnaissable. Véronique ne l'avait jamais vu comme ça. « Merci à tous d'être venus », commença Richard d'une voix posée mais glaciale. « Je sais que cette convocation était inhabituelle, mais ce que j'ai à vous révéler est également inhabituel. » Il marqua une pause, laissant le suspense s'installer. « Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé mon fils, Sébastien, celui que je croyais perdu à jamais. Les tests ADN l'ont confirmé sans aucun doute possible. Émile, ici présent, est mon fils biologique. » Quelques murmures parcoururent l'assemblée. Véronique ne broncha pas, le visage figé dans une expression de neutralité parfaite. « Mais ce que j'ignorais, » continua Richard, « c'est comment Sébastien avait disparu. Pendant 26 ans, j'ai cru à un enlèvement crapuleux, à un accident, à une tragédie inexplicable. » Sa voix se durcit. J'avais tort. Ce n'était pas inexplicable. C'était calculé, prémédité, organisé. Les murmures se turent. Tous les regards étaient maintenant fixés sur Richard. Mon fils n'a pas disparu par accident. Il a été enlevé délibérément et abandonné à 200 km de chez nous, par quelqu'un en qui j'avais confiance. Par quelqu'un qui partageait ma vie. Véronique pâlit légèrement, mais ne dit rien.
Ses mains serrées sur les accoudoirs de son fauteuil trahissaient sa tension. Richard se tourna vers Mercier. « Monsieur Mercier est détective privé. Je lui ai demandé d'enquêter sur les circonstances de la disparition de Sébastien. Ce qu'il a découvert va vous choquer autant que ça m'a choqué. » Mercier ouvrit son attaché-case et sortit les documents un par un, les projetant sur l'écran géant derrière eux grâce à un projecteur. Facture d'essence, station de Montélimar, 4 juillet 1999. Carte bancaire au nom de Véronique Morel. L'image apparut sur l'écran. Tous les regards se tournèrent vers Véronique. Elle resta impassible. Relevé de péage, même date. Mercedes immatriculée au nom de Richard Delcourt. Direction Valence, conducteur. Véronique Morel, une autre image. Les murmures reprirent, plus fort cette fois. Et enfin, l'élément le plus accablant, Mercier appuya sur play. La voix tremblante de Marcel emplit la salle de conférence. Madame Morel m'avait appelé le soir du 4 juillet. Elle était paniquée. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi pour un service urgent. Véronique se leva brusquement, faisant tomber son verre d'eau. C'est ridicule. C'est un montage. Ce vieil homme est sénile, tout le monde le sait. Laisse-le finir, ordonna Richard d'une voix de glace. L'enregistrement continua. Le silence dans la salle était absolu. On entendait juste la voix brisée de Marcel racontant comment Véronique avait orchestré l'abandon de Sébastien. Elle l'a posé au bord de la route. Comme ça, comme on abandonne un chien, plusieurs personnes autour de la table portèrent une main à leur bouche, horrifiées. Madame Rousseau avait les larmes aux yeux, même Philippe, habituellement cynique, semblait sous le choc quand l'enregistrement se termina. Véronique était debout, tremblante de rage. C'est faux, tout est faux. Ce chauffeur ment, il ment pour de l'argent. Marcel n'a pas reçu un centime, répondit calmement Mercier. Il a accepté de témoigner uniquement pour soulager sa conscience. Il est mourant, Madame Delcourt. Il n'a plus rien à gagner ni à perdre. Véronique se tourna vers Richard, les yeux brillants de larmes ou de rage. Tu me crois vraiment capable de ça, après tout ce qu'on a vécu ensemble, après toutes ces années? Richard la regarda avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Oui, je te crois capable de ça, parce que tout s'emboîte parfaitement, tes voyages inexpliqués, ta panique quand Émile est réapparu, ta campagne de dénigrement, tout, Richard. Je t'en supplie. Pourquoi? Coupa Richard, la voix soudain brisée. Pourquoi tu as fait ça? C'était un enfant, un bébé innocent, mon fils. Véronique recula, cherchant une issue, une échappatoire. Mais tous les regards étaient embraqués sur elle. Accusateur, dégoûté, réponds-moi, cria Richard, perdant son calme pour la première fois. Pourquoi? Parce que je n'existais pas, hurla Véronique en retour. Le cri résonna dans toute la salle. Elle tremblait maintenant, les larmes ruisselant sur son visage soigneusement maquillé. Je n'existais pas, répéta-t-elle plus doucement, la voix cassée. Pour toi, j'étais transparente. Tu ne voyais que Lucie, que ton parfait petit couple, que ton parfait petit-fils. Elle s'essuya rageusement les yeux. J'étais là bien avant elle, tu le sais. Ça, j'étais là quand tu n'étais qu'un jeune entrepreneur sans le sou. C'est moi qui t'ai présenté à tes premiers investisseurs, moi qui t'ai aidé à construire tout ça. Elle désigna la salle d'un geste large. Et comment tu m'as remercié en épousant Lucie, cette femme fade et sans ambition, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle te faisait rire. Ce n'est pas une raison pour... Laisse-moi finir. Je t'ai aimé en silence pendant des années. J'ai espéré, j'ai attendu. Et puis Sébastien est né. Et là, j'ai compris. Je ne serai jamais la première. Jamais. Même si Lucie partait, il y aurait toujours cet enfant. Cet héritier parfait qui prendrait tout ce qui aurait dû me revenir. Émile, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança. J'avais 3 ans. 3 ans, qu'est-ce que j'aurais pu te prendre? Véronique le regarda, et pour la première fois, quelque chose ressemblant à du remords passa dans ses yeux. Tout, tu lui prenais tout, son attention, son amour, son temps. Et un jour, tu aurais pris son entreprise aussi. J'ai passé des années à construire Delcourt Entreprise à ses côtés. Et toi, tu allais tout hériter juste parce que tu étais son sang. Alors tu m'as enlevé, dit Émile d'une voix tremblante de colère contenue. Tu m'as drogué. Tu m'as abandonné au milieu de nulle part. J'aurais pu mourir.
Je savais que quelqu'un te trouverait, répondit faiblement Véronique. Il y avait des maisons pas loin, des fermes. Je ne voulais pas que tu meures. Je voulais juste que tu disparaisses. Le silence qui suivit était assourdissant. Véronique se rassit lentement, comme vidée de toute son énergie. Elle savait que c'était fini. Tout était fini. Richard s'approcha d'elle. Quand il parla, sa voix était étrangement calme. Pendant 26 ans, tu as vécu avec ce secret. Pendant 26 ans, tu m'as regardé me détruire de culpabilité. Tu m'as consolé, tu m'as épousé, et tout ce temps, c'était toi. Véronique leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle sembla vraiment voir la douleur qu'elle avait causée. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée, mais il était trop tard pour les excuses. » Richard se tourna vers Madame Rousseau. « Contactez la police et nos avocats. Je veux qu'elle soit poursuivie pour enlèvement d'enfants, abandon de personnes vulnérables, et tout ce que vous pourrez trouver d'autre. » Véronique ne protesta pas. Elle resta assise, le regard vide, tandis que Madame Rousseau sortait pour passer les appels nécessaires. Richard s'approcha d'Émile et posa une main sur son épaule. « C'est fini. » Enfin, Émile hocha la tête, les larmes aux yeux. 26 ans de mensonges, 26 ans de vie brisée. Tout ça à cause d'une femme qui n'avait pas su accepter de ne pas être aimée. La police arriva 20 minutes plus tard. Véronique fut emmenée menottes aux poignets. Sous les regards atterrés des employés de l'entreprise, Richard et Émile la regardèrent partir en silence. Il n'y avait ni triomphe, ni satisfaction, juste une immense tristesse. La vérité était enfin révélée, mais elle laissait derrière elle un sillage de destruction dont il mettrait des années à se remettre. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Véronique furent un tourbillon médiatique sans précédent. L'affaire fit la une de tous les journaux français. La femme qui a détruit une famille, 26 ans de mensonges, l'héritier retrouvé. Les titres se succédaient, chacun plus sensationnaliste que le précédent. Véronique fut inculpée d'enlèvement de mineurs, séquestration, abandon de personnes vulnérables et association de malfaiteurs. Marcel, malgré son grand âge et sa santé fragile, témoigna devant le juge d'instruction. Son témoignage fut accablant et précis. Il n'y avait plus aucun doute possible. Les avocats de Véronique tentèrent de négocier un arrangement, plaidant la folie passagère, le crime passionnel, les circonstances atténuantes, mais Richard fut inflexible. Il voulait que justice soit faite, pas par vengeance, mais parce que c'était la seule façon de tourner la page. Un matin de décembre, Richard et Émile se retrouvèrent dans le bureau de Maître Rousseau, l'avocate de la famille. Elle avait demandé à les voir d'urgence. « Véronique veut vous parler », annonça-t-elle sans préambule. « À tous les deux, en privé, avant le procès. » Richard fronça les sourcils. « Pourquoi faire ? Nous dire encore combien elle regrette ? Je ne sais pas. Elle a juste dit que c'était important, que vous aviez le droit de savoir certaines choses. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. » Émile et Richard échangèrent un regard. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Émile. Richard soupira longuement. « Je pense qu'elle nous a déjà fait assez de mal. Mais je pense aussi qu'on ne pourra pas avancer tant qu'on n'aura pas entendu tout ce qu'elle a à dire. Alors on y va. » La maison d'arrêt de Lyon-Corba était un bâtiment gris et austère. Richard et Émile furent conduits dans un parloir sécurisé. Véronique les attendait déjà, assise derrière une table en métal. Elle avait maigri. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient ternes et mal coiffés. Elle ne portait plus de maquillage. Pour la première fois, elle paraissait son âge. Quand ils entrèrent, elle leva les yeux. Quelque chose avait changé dans son regard. La dureté avait disparu, remplacée par une fatigue immense. « Merci d'être venu », dit-elle d'une voix rauque. « Je ne pensais pas que vous accepteriez. » Richard s'assit face à elle. Émile resta debout, adossé au mur, les bras croisés. « On n'a pas beaucoup de temps, » dit Richard. « Qu'est-ce que tu veux ?» Véronique prit une inspiration tremblante. « Je voulais que vous sachiez que je ne m'attendais pas à ce qu'Étienne le trouve aussi vite. Je pensais que Sébastien errerait jusqu'à ce qu'une voiture passe, qu'on le conduirait dans un hôpital, qu'il serait placé dans une famille d'accueil loin d'ici. Tu voulais qu'il soit perdu dans le système ?» traduisit Émile froidement. « Qu'on ne le retrouve jamais. » Véronique hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, c'était mon plan. Mais Étienne l'a trouvé en quelques heures. Il l'a gardé. Et moi, j'ai vécu pendant 26 ans en me disant qu'il était heureux quelque part, que je lui avais donné une chance d'avoir une vie normale, loin des projecteurs. Tu te racontais des histoires pour dormir la nuit ?
dit Richard avec amertume. Oui, je me suis menti à moi-même, tous les jours, parce que la vérité était trop lourde à porter. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Quand tu es réapparu, continua-t-elle en regardant Émile, j'ai paniqué. Tout ce que j'avais construit allait s'effondrer. Alors j'ai fait ce que je savais faire, manipuler, mentir, détruire. Je pensais que si je te rendais la vie assez difficile, tu finirais par partir. Ça a failli marcher, admit Émile. Je sais, et maintenant, je suis là, et je mérite d'y être. Un silence inconfortable s'installa. Richard regardait cette femme qu'il avait épousée, avec qui il avait partagé des années de sa vie, et il ne la reconnaissait plus. « Pourquoi tu nous as fait venir ?» demanda-t-il. « Pour nous dire que tu regrettes. On le sait déjà. » Véronique secoua la tête. « Non, je voulais vous dire que malgré tout ce que j'ai fait, je vous ai aimé, à ma façon, tordu, malade, égoïste. Mais je vous ai aimé. » Richard eut un rire sans joie. « C'est ça, ton amour. Détruire des vies, mentir pendant des décennies. Je ne te demande pas de me pardonner, Richard. Je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que tout n'était pas faux. Quand on se promenait dans le jardin le dimanche, quand on parlait de nos projets pour l'entreprise, ces moments-là étaient vrais. Ah mais ils étaient bâtis sur un mensonge, répondit Richard. Sur le corps de mon fils que tu as abandonné. Véronique baissa la tête, vaincue. Émile s'avança et s'assit enfin. Tu as dit que tu voulais qu'on sache certaines choses. Quoi d'autre ? Véronique leva les yeux vers lui. Je voulais que tu saches qu'Étienne était un homme bien. Après ton retour, j'ai fait des recherches sur lui, sur la vie qu'il t'avait donnée, et j'ai compris que tu avais eu de la chance. Tu as eu un père aimant, un vrai. Elle se tourna vers Richard. Plus aimant que tu n'aurais pu l'être, Richard, parce que tu aurais été comme tu es maintenant, obsédé par le travail, absent, donnant de l'argent mais pas de temps. Richard voulut protester, mais il ne put pas. Parce qu'au fond, elle avait raison. Étienne t'a donné ce que Richard ne t'aurait jamais donné, continua Véronique en regardant Émile. Une enfance simple, de l'amour inconditionnel, une connexion à la terre, à la nature. Tu es devenu quelqu'un de bien grâce à lui. Ce n'est pas toi qui as choisi ça, répondit Émile durement. C'est juste de la chance, je sais, mais je voulais que tu le saches quand même. La visite se termina peu après. En sortant de la maison d'arrêt, Richard et Émile restèrent silencieux un long moment, respirant l'air froid de décembre. « Tu la crois ?» demanda finalement Émile. Quand elle dit qu'elle nous aimait, Richard réfléchit longuement. « Je pense qu'elle croit sincèrement ce qu'elle dit, mais je pense aussi que son amour était empoisonné dès le départ. On ne détruit pas ce qu'on aime vraiment. » Ils marchèrent jusqu'à la voiture. Richard s'arrêta avant d'ouvrir la portière. « Elle avait raison sur une chose, » dit-il doucement, sur Étienne, sur le fait que tu as eu une meilleure enfance avec lui que celle que je t'aurais donnée. Émile posa une main sur l'épaule de son père. Peut-être, mais maintenant, on a l'occasion de construire quelque chose de nouveau. Ensemble. Richard sourit, les larmes aux yeux. Tu es plus sage que moi, tu sais ça. C'est Étienne qui m'a appris. Il disait toujours, le passé nourrit la terre, mais c'est le présent qui fait pousser les graines. Le procès eut lieu en février. Véronique plaida coupable sur tous les chefs d'accusation. Elle fut condamnée à 12 ans de prison ferme. Marcel, trop malade pour assister au procès, mourut 2 semaines plus tard. Dans son testament, il légua toutes ses économies à une association d'aide aux enfants disparus. Richard retira Véronique de tous les postes qu'elle occupait dans l'entreprise. Les actions qu'elle détenait furent vendues et l'argent versé à la fondation que Richard et Émile avaient créée en l'honneur d'Étienne. La fondation Étienne Delcourt pour les enfants disparus, l'affaire fit jurisprudence. Les médias en parlèrent pendant des mois, mais progressivement, l'attention publique se détourna. Richard et Émile purent enfin respirer. Un soir, alors qu'ils dînaient dans l'appartement de Richard, Émile posa la question qui le taraudait depuis des semaines. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Richard regarda son fils retrouvé, et sourit. « Maintenant, on vit, on rattrape le temps perdu, on construit quelque chose qui a du sens. Et l'entreprise continuera sans moi. Je vais nommer un directeur général, prendre du recul, passer du temps avec toi. » Émile sourit à son tour. « J'aimerais te montrer Saint-Michel, la maison d'Étienne, les champs, tout ce qui a fait de moi ce que je suis.
J'aimerais beaucoup. » Ils trinquèrent. Deux hommes que le destin avait séparés et réunis, prêts enfin à écrire un nouveau chapitre. Ensemble, la justice avait été rendue, la vérité avait éclaté, et maintenant, il était temps de guérir. Le printemps arrivait doucement sur Saint-Michel-sur-Vallon, les champs se couvraient de fleurs sauvages, les arbres bourgeonnaient, et l'air portait cette odeur de terre humide et de renouveau que Émile aimait tant. Richard gara sa voiture. Une simple Peugeot cette fois, pas la berline de luxe. Devant la petite maison en pierre qu'Émile avait partagée avec Étienne. Il descendit lentement, contemplant le paysage qui s'étendait devant lui, des champs à perte de vue, quelques fermes dispersées, le clocher de l'église du village au loin. C'était ici que son fils avait grandi. C'était ici qu'il avait trouvé l'amour et la stabilité que Richard n'avait pas su lui donner. Émile l'attendait sur le perron, un sourire chaleureux aux lèvres. « Bienvenue chez moi », dit-il simplement. Richard monta les marches et serra son fils dans ses bras, un geste qui, quelques mois auparavant, aurait été impensable. Maintenant, c'était naturel. « C'est beau ici », dit Richard, en regardant autour de lui, paisible. « C'est ce que j'ai toujours aimé, le silence, la simplicité. » Ils entrèrent dans la maison. Richard découvrit l'intérieur modeste mais chaleureux. Des meubles anciens, des photos encadrées d'Étienne et Émile au fil des années, une cheminée en pierre qui avait probablement réchauffé des centaines de soirées d'hiver. « C'est ici que tu as vécu toutes ces années », murmura Richard en touchant le dossier d'une vieille chaise en bois. « Oui, Étienne m'a appris à lire à cette table. On dînait ici tous les soirs, toujours à la même heure, toujours ensemble. » Richard sentit une pointe de jalousie, mais aussi de gratitude. Jalousie pour tous ces moments manqués. Gratitude parce que son fils avait été aimé. « Je voudrais te montrer quelque chose, » dit Émile. Il guida Richard à l'extérieur, vers les champs qui s'étendèrent derrière la maison. Ils marchèrent en silence sur le chemin de terre, leurs pas faisant crisser les petits cailloux. Le soleil était doux, le vent léger portait le chant des oiseaux. Émile s'arrêta près d'un vieux chêne majestueux. « C'est là qu'Étienne m'a trouvé, juste là, au bord de cette route. » Richard regarda l'endroit. Un simple bout de chemin de campagne, bordé de hautes herbes, rien de remarquable. Et pourtant, c'était ici que la vie de son fils avait basculé. C'était ici qu'un homme bon avait sauvé un enfant perdu. Il raconte qu'il revenait du marché. Il était presque 17 heures. Il t'a vu de loin, assis sur le bas-côté, serrant ton médaillon. Tu ne pleurais même pas. Tu étais juste, là, en état de choc. Probablement, Richard s'agenouilla, touchant la terre de ses mains. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. « Tellement désolé de ne pas avoir été là. » Émile s'agenouilla à côté de lui. « Tu ne pouvais pas savoir. Tu as été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance. Ce n'était pas ta faute. Mais ce téléphone, cette réunion stupide, si j'avais été plus attentif. Alors quoi? On passerait notre vie à ressasser les si. Étienne m'a appris qu'on ne change pas le passé en le maudissant. On l'accepte, et on construit sur ses ruines. » Richard leva les yeux vers son fils, ce jeune homme de 29 ans qui avait plus de sagesse que lui n'en aurait jamais. « Comment tu fais? Comment tu arrives à ne pas m'en vouloir ?» Émile réfléchit un moment, parce que j'ai eu deux pères, un qui m'a donné la vie, un autre qui m'a donné une enfance. Les deux m'ont aimé à leur façon. Je ne peux pas en vouloir à l'un sans trahir l'autre. Ils restèrent là un long moment, côte à côte, regardant les champs dorés qui ondulaient sous le vent. Les jours suivants, Richard s'installa dans une petite chambre d'hôte du village. Chaque matin, il rejoignait Émile pour travailler dans les champs. Lui, l'homme d'affaires millionnaire, apprenait à planter des tomates, à arracher les mauvaises herbes, à sentir quand la terre avait besoin d'eau. C'était épuisant. Ses mains, habituées au stylo et au clavier, se couvraient d'ampoules. Son dos le faisait souffrir, mais c'était aussi libérateur. Pour la première fois depuis des décennies, Richard se sentait connecté à quelque chose de réel, de tangible. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher du soleil depuis le perron, Émile demanda « Tu vas vraiment abandonner l'entreprise ?» Richard hocha la tête. « Pas abandonner, délégué. J'ai nommé Lavigne directeur général. Il est compétent. L'entreprise sera entre de bonnes mains. Et toi, moi, je veux autre chose. J'ai passé 26 ans à construire un empire pour combler un vide. Maintenant que tu es là, je n'ai plus besoin de cet empire. » Émile sourit.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire » Richard regarda les champs, la petite maison, la vie simple qui s'étalait devant lui. « J'ai acheté les terres à côté d'ici. Monsieur Barbier voulait les vendre depuis un moment. Je vais construire une petite maison, juste assez grande pour moi, et peut-être un jour, pour d'autres. »« Tu vas devenir agriculteur ?» demanda Émile, surpris et amusé. « Pourquoi pas? Tu peux m'apprendre. Et puis, je me disais qu'on pourrait agrandir la fondation, utiliser ces terres pour créer un centre d'accueil pour les familles qui cherchent leurs enfants disparus, un endroit où ils pourraient venir se reposer, reprendre des forces. » Émile regarda son père avec une émotion nouvelle. Cet homme avait changé. Le Richard distant et ambitieux qu'il avait rencontré quelques mois auparavant n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un de plus doux, de plus humain. Étienne aurait aimé cette idée, dit Émile. J'aurais aimé le connaître. Tu le connais à travers moi. Tout ce que je suis, c'est lui qui me l'a appris. Richard posa une main sur l'épaule de son fils. Alors je le connais déjà. Les semaines passèrent. Richard supervisait la construction de sa maison. Une structure simple en pierre qui s'harmonisait avec le paysage. Pas de luxe inutile. Juste l'essentiel. 2 chambres, une cuisine ouverte, un grand salon avec vue sur les champs. Émile venait tous les jours voir l'avancée des travaux. Ils discutaient de tout et de rien, de la vie, du passé, de l'avenir. Ils apprenaient à se connaître, lentement, patiemment, un après-midi, alors qu'ils plantaient des arbres fruitiers entre les 2 propriétés. Émile demanda « Tu penses encore à Véronique ?» Richard s'arrêta, l'appel à la main. Parfois, mais plus avec colère, plutôt avec tristesse. Elle a gâché sa vie en voulant contrôler celle des autres. Tu lui as pardonné ? Richard réfléchit longuement. Je ne sais pas si c'est du pardon, mais je ne lui en veux plus, la haine. C'est trop épuisant, et ça nous empêche d'avancer. Émile hocha la tête, plantant son jeune pommier dans la terre fraîchement retournée. Étienne disait la même chose. Le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi, pour pas porter des pierres dans ton cœur. Richard sourit. Il était vraiment sage, ton Étienne. Notre Étienne, corrigea doucement Émile. Maintenant, il est à nous 2. Un soir de juin, la maison fut enfin terminée. Richard organisa une petite fête pour célébrer. Il invita quelques villageois, dont Monsieur Barbier qui était devenu un ami. Pas de champagne, pas de canapé sophistiqué, juste du vin local, du fromage de chèvre, du pain frais. Les gens de Saint-Michel avaient accueilli Richard avec curiosité d'abord. Méfiance ensuite, cet homme riche de Lyon qui venait jouer aux paysans, mais avec le temps, ils avaient compris qu'il était sincère, qu'il n'était pas là pour s'acheter une bonne conscience, mais pour reconstruire sa vie, alors que le soleil se couchait, teignant le ciel de rose et d'orange. Richard et Émile s'assirent, côte à côte, sur le perron de la nouvelle maison. « Tu es heureux ?» demanda Richard. Émile regarda autour de lui, les champs dorés, la petite maison d'Étienne au loin, la nouvelle maison de Richard à côté. 2 mondes réunis. « Oui, je crois que oui. Et toi ?» Richard prit une profonde inspiration, sentant l'air pur remplir ses poumons. Pour la première fois depuis 26 ans. « Oui, je suis en paix. » Émile se tourna vers lui avec un sourire hésitant. « Tu penses que, un jour, je pourrais t'appeler papa ?» Richard sentit les larmes monter. Il hocha la tête, incapable de parler. « Pas encore, » continua Émile. « Ça viendra, doucement, comme tout le reste. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Réussit à articuler Richard. « Je ne vais nulle part. » Le ciel s'assombrissait lentement. Les premières étoiles apparaissaient. Quelque part dans les champs, un grillon commença son chant nocturne. Richard pensa à Sébastien, le petit garçon qu'il avait perdu. À Émile, l'homme que ce garçon était devenu, 2 vies en une, un passé douloureux qui avait donné naissance à un présent plein de promesses. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi tu me remercies ? Pour m'avoir donné une seconde chance, pour ne pas m'avoir rejeté, pour être là. » Émile sourit et passa un bras autour des épaules de son père. On se donne une seconde chance mutuellement, et tandis que la nuit tombait doucement sur Saint-Michel-sur-Vallon, Richard Delcourt comprit enfin ce qu'Étienne avait essayé d'enseigner toute sa vie. Le bonheur n'était pas dans les empires, pas dans l'argent, pas dans le pouvoir. Il était là, dans ce moment simple, dans la présence de son fils, dans la promesse d'un avenir construit ensemble,
26 ans après avoir tout perdu, Richard avait enfin tout retrouvé.